Je vous propose de poursuivre cette matinée avec Émilie Chauffeau du Bureau de la législation et de l'urbanisme. Donc, Bureau de la législation de l'urbanisme et au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Donc en fait, on ressort de la compétence de plusieurs ministères, le ministère du logement, mais également le ministère de l'écologie. Je vais commencer juste par quelques rappels en fait sur le contexte et les enjeux de la planification. Pour rappeler en fait que l'urbanisme, c'est une compétence décentralisée, donc depuis plus de 30 ans, qui relève de la compétence des communes et de leurs groupements, donc les établissements publics de coopération intercommunale. Les fondements de l'urbanisme aujourd'hui ont été posés par la loi SRU, donc Solidarité et Renouvellement Urbain. Mais on a, depuis la loi SRU, une certaine continuité donc, dans les lois qui ont suivi, qui ont réformé l'urbanisme et qui ont vraiment modifié en profondeur le contenu et les objectifs des documents d'urbanisme pour prendre en compte en fait, tous les enjeux environnementaux. On est aussi dans un mouvement qui est passé en fait d'une planification communale à une planification intercommunale. Alors intercommunale de manière plus ancienne pour la planification stratégique au niveau des schémas de cohérence territoriale et intercommunale aujourd'hui à travers en fait vraiment la montée et le développement des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et un point également très important qui est la vocation intégratrice en fait, de l'urbanisme et qui est très complexe. Vous le verrez tout à l'heure à travers un schéma qu'on appelle la hiérarchie des normes et comment sont placés les documents d'urbanisme et tous les documents qui doivent prendre en compte. Alors je sais qu'il y a souvent des demandes que les documents, le PDIPR, le PDSI deviennent prescriptifs et s'imposent aux documents d'urbanisme. Je ne pense pas que ce soit la solution, puisqu'il existe déjà de nombreux outils qui permettent de prendre en compte en fait, ces thématiques dans les documents d'urbanisme. Parce que vous verrez que ce sera peut-être juste un document qui s'ajoutera à tous les documents que doivent prendre en compte les documents d'urbanisme. Alors, un petit point sur les grandes lois qui ont fait évoluer le droit de l'urbanisme, sachant que c'est un droit qui est en perpétuelle évolution. Je pense que quasiment toutes les lois qui sont en discussion aujourd'hui modifient au moins un ou deux articles du document du Code de l'urbanisme. Et les grandes lois donc, à retenir, c'est la loi de solidarité et renouvellement urbain en 2000, donc, qui a créé notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme. Alors, un point particulier, grâce à la loi SRU, on a eu vraiment un objectif de mieux concerter avec la population. Donc, c'était assez novateur dans les procédures de documents d'urbanisme, parce que c'était quand même des documents voilà, de la compétence des collectivités, avec les autres personnes publiques qui intervenaient. Mais il y a vraiment eu un objectif de mieux concerter avec la population et dès l'amont. C'est-à-dire, on n'attend pas l'enquête publique, ou alors le document est déjà ficelé, mais dès le début de l'élaboration des documents, une volonté de bien concerter avec la population. Alors ça se fait plus ou moins bien, hein. On a des, on va dire, oui, peut-être des bonnes pratiques. Je citerai, pour faire un lien en fait avec les sports de nature, le SCOT de Rennes qui avait mis en place ce qu'ils appelaient des rando-SCOT, c'est-à-dire tout au stade de l'élaboration de ce document, des randonnées avec les citoyens pour montrer voilà, quels étaient les projets d'aménagement au niveau du schéma de cohérence territoriale. Et ça, c'est important parce que pour des fédérations privées ou alors des particuliers, c'est le moyen en fait de mettre en avant des thématiques qui devront être prises par les documents d'urbanisme. La deuxième loi importante à situer, c'est la loi Grenelle de l'environnement, qui a vraiment mis en avant en fait, l'objectif de prise en compte des enjeux environnementaux et également un objectif très fort des documents d'urbanisme qui est de lutter contre l'étalement urbain et préserver les espaces agricoles et naturels. C'est dans ce cadre qu'ont été créées donc les continuités écologiques, notamment la mise en place du schéma régional de cohérence écologique et notamment un objectif fort aussi de prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme. On a également aussi mis l'accent sur des objectifs de réduction des gaz à effet de serre avec essayer d'aller vers une meilleure prise en compte des liaisons douces et donc des itinéraires, voilà, des cheminements piétonniers, cyclables dans les documents d'urbanisme. Et enfin, la dernière loi, c'est la loi ALUR, donc pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, où là, on a essayé encore d'aller beaucoup plus loin dans la lutte contre l'étalement urbain, avec vraiment des objectifs chiffrés de consommation d'espace dans les documents d'urbanisme, qui sont aujourd'hui une obligation.
et qui a aussi mis en avant le plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc ça s'inscrit totalement dans les réformes actuelles et les mises en place en fait des schémas départementaux de coopération intercommunale. Alors, oui, j'ai juste mis le projet de loi égalité-citoyenneté qui est en cours de discussion aujourd'hui au Parlement et qui essaye de prendre en compte en fait la réforme de l'intercommunalité, puisqu'on va passer vraiment sur des PLUI à plus grande échelle et des SCOT aussi qui vont s'inscrire dans une échelle encore plus grande, et aussi des réflexions sur le positionnement entre le SRADET à l'échelle régionale, le PLUI qui sera aujourd'hui à l'échelle des intercommunalités, et quel rôle demain pour les SCOT. Alors sur les enjeux, en fait, c'est pour ça, je reviendrai sur les diapos. On a recodifié totalement le code de l'urbanisme, donc je vous redonnerai les articles qui ont été cités auparavant, puisqu'ils ont changé de numérotation depuis le 1er janvier de 2016. Mais vraiment, maintenant, on a mis en avant, donc, dans le code de l'urbanisme, les premiers articles qui fixent vraiment quels sont les objectifs et les enjeux en fait, de la planification en France. Donc, je vous le cite, c'est dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants. Alors, on a 3 catégories d'objectifs. On les classe plutôt des objectifs d'équilibre. Donc là, vous les voyez donc, sur cette slide. Donc voilà, des équilibres entre les zones urbaines, les zones rurales, le renouvellement urbain, l'utilisation économe des espaces, la préservation des espaces agricoles. Voilà comment on est... Dans le cadre de l'aménagement du territoire, on assure l'équilibre entre ces différents objectifs. On a également, donc slide suivante s'il vous plaît, des objectifs de diversité. Donc là, c'est assez long, mais c'est toutes les thématiques que doivent prendre en compte les documents d'urbanisme et l'urbanisme en général à travers les opérations d'aménagement, la délivrance des autorisations d'urbanisme. Et là, on voit que les activités sportives sont bien citées dans le code d'urbanisme. Donc normalement, c'est un objectif qui doit être pris en compte dans l'urbanisme aujourd'hui. Et enfin, des objectifs plutôt de préservation et de protection. Donc à la fois la protection de la qualité urbaine, paysagère, mais également tout ce qui est protection environnementale, préservation des continuités écologiques et prévention des risques. Donc voilà, ça c'était un rappel pour montrer en fait la complexité et puis le rôle très important qui est donné à l'urbanisme, essayer de fédérer et de faire la synthèse de toutes ces thématiques, sachant que selon ces items, on a des fois des objectifs contradictoires. Alors ça, voilà, c'est le fameux schéma du SCOT intégrateur et de la hiérarchie des normes. Quand vous parliez tout à l'heure de donner plus de prescriptibilité, plus d'opposabilité donc au PDSI, PDIPR, ça c'est aujourd'hui déjà ce qui s'impose aux documents d'urbanisme. Alors avec ce qu'on appelle le SCOT intégrateur, puisqu'auparavant tous ces documents s'opposaient à la fois au PLU et au SCOT. Depuis Grenelle, on a mis en place le SCOT intégrateur, c'est-à-dire que c'est le SCOT qui devra faire la synthèse de ces différentes politiques, et ensuite le plan local d'urbanisme ne devra regarder que ce qu'il y a dans le schéma de cohérence territoriale. C'était aussi dans un objectif de sécurisation juridique des documents d'urbanisme, puisque dans un contexte en fait de développement fort du contentieux, on pouvait avoir des attaques, notamment au niveau du PLU, pour incompatibilité, non prise en compte de tous ces documents supérieurs. Alors on a différents liens d'opposabilité. Donc je mets déjà de côté la conformité, qui est vraiment, on respecte la règle telle qu'elle est écrite. On a plutôt un rapport de compatibilité. Alors là, vous avez la loi montagne, la loi littorale, les directives territoriales d'aménagement, mais les DTA en fait ont été abrogés par la loi Grenelle, c'est-à-dire que les DTA, aujourd'hui il y en a 6 en France qui ont été approuvées, elles restent opposables, mais aujourd'hui il n'y a plus de possibilité d'en créer de nouvelles. Donc ça déjà c'est un outil qui n'existe plus par rapport à ce qui a été cité tout à l'heure. Le SRADET, donc qui est en cours en fait de discussion en ce moment au Conseil d'État pour l'ordonnance, qui est appelé à intégrer des schémas sectoriels, donc le schéma régional climat, air, énergie, le schéma régional aménagement, développement durable du territoire, le schéma régional des infrastructures de transport, le schéma régional de l'intermodalité et le plan déchets. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas d'opposabilité, mais tout ça, ce sera intégré dans le SRADET. Donc déjà plus simple, une vocation intégratrice. Les SDAG, les SAG, c'est tout ce qui est
schéma de planification de l'eau. Et alors, plus ce qui vous intéresse, les chartes des parcs naturels régionaux, les chartes de parcs nationaux, les directives paysagères et d'autres documents, mais là avec un lien d'opposabilité moins fort qui est la prise en compte. On a les schémas régionaux de cohérence écologique, les chartes de pays, et puis d'autres documents qui n'ont pas d'autres, enfin pas vraiment d'intérêt. Demain, peut-être les documents stratégiques de façade maritime, en fait, qui sont des documents qui seront mis en place dans ce cadre de la stratégie nationale mer et littoral et qui auront vocation à gérer interface terre-mer et notamment les conflits d'usage qu'on peut avoir sur le littoral. Donc voilà, tableau un peu compliqué, mais qui vous montre aussi déjà la lourdeur aujourd'hui de la hiérarchie des normes et peut-être notre frilosité à le compléter par de nouveaux documents, alors qu'on peut avoir des outils qui peuvent être tout aussi efficaces. Je vous rends votre... Alors, juste un petit point sur les SCOT, parce que les SCOT, voilà, c'est le document stratégique où je pense qu'il y a vraiment un intérêt en fait à intégrer les thématiques qui sont les vôtres, puisqu'après, elles s'opposeront, si elles sont bien intégrées dans les SCOT, elles seront de facto opposables au niveau du document donc inférieur qui est le plan local d'urbanisme. Alors, on a un état d'avancement qui est quand même assez bon pour les SCOT. On vous a mis... Ah oui, peut-être, je ne sais pas si c'est évident ce qu'est un SCOT pour tout le monde. Donc voilà, c'est un document stratégique, prospectif. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des cartographies assez larges. Hein. Là, on ne va pas à la parcelle, mais c'est le document qui va fixer les grandes orientations à une échelle intercommunale. Donc on est plutôt, même si on a des SCOT qui sont faits à l'échelle d'un EPCI, on est plutôt sur des échelles de plusieurs intercommunalités qui se mettent ensemble pour créer un projet de territoire. Alors l'objectif, c'est de fédérer les politiques sectorielles, donc c'est en lien avec le schéma que je vous ai donné tout à l'heure, faire la synthèse et c'est vraiment un objectif de mettre en cohérence toutes ces politiques sectorielles qui peuvent des fois en fait avoir des objectifs contradictoires. C'est un document évolutif et vivant, c'est-à-dire qu'on a un bilan tous les 6 ans qui est fait de ce document, donc c'est intéressant pour avoir des clauses qu'on appelle de revoyure, en fait, faire le bilan. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on n'est pas allé aussi loin? Est-ce qu'il faudrait mieux intégrer cette thématique pour qu'elle soit prise en compte au niveau plus local? Et alors, le SCOT, ce n'est pas un document obligatoire, mais on a quand même un outil qui permet d'inciter très fortement les collectivités à faire un SCOT, c'est-à-dire qu'en l'absence de SCOT, on est contraint par le principe d'urbanisation limitée. Donc c'est en plus un principe qui va être généralisé au 1er janvier 2017. Si je n'ai pas de SCOT, au niveau de mon PLU, je ne peux pas ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. Et ça, c'est un élément important. Donc sur la couverture par les SCOT, on a quand même 280 SCOT approuvés aujourd'hui sur le territoire national. Ça représente 15 614 communes et 33,6% du territoire, mais 57,6% de la population. Et on a 178 SCOT en cours d'élaboration. Donc c'est un document qui fonctionne bien. Vous voyez qu'on a quand même une couverture quand même assez importante du territoire national, avec un réseau qui est structuré au sein de la Fédération nationale des SCOT. Et donc voilà, c'est un outil. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes en contact avec la Fédération nationale des SCOT, mais je pense que je vous donnerai les contacts, se mettre en contact avec eux. Ils font notamment des rencontres nationales au niveau annuel où ils mettent en avant des thématiques. Et je pense que sport de nature, c'est une thématique qui pourrait être prise en compte. Et je pense que c'est déjà un bon moyen de se mettre en contact avec la Fédération nationale parce qu'ils fédèrent à la fois les praticiens auprès des collectivités qui vont en fait élaborer les SCOT et puis les élus territoriaux qui s'engagent dans cette démarche. Donc une slide un peu pour vous montrer comment est constitué un SCOT. Donc on a plusieurs parties. On a le rapport de présentation avec le diagnostic prospectif, avec l'évaluation environnementale, donc qui est vraiment maintenant la démarche itérative en fait, qui permet d'élaborer les documents d'urbanisme. On a ce qu'on appelle le PADD,
qui se retrouve aussi dans le plan local d'urbanisme, qui permet de territorialiser les choix, hein, et puis alors quels vont être les secteurs à urbaniser, quels vont être les secteurs plutôt à protéger, quels vont être mes grands axes de transport. Donc c'est vraiment aussi dans cette partie qu'on aurait en fait le développement touristique, le développement des sports de nature. Et on a le document d'orientation et d'objectifs qui là est la partie opposable en fait du document. Donc là, on peut avoir vraiment des parties plus prescriptives qui devront être prises en compte au niveau du document inférieur. Et là, un point important, on a des objectifs chiffrés en termes de consommation d'espace. Donc quand vous avez des sites qui sont sur des espaces naturels non construits, l'objectif c'est de les préserver puisqu'on doit respecter des objectifs de consommation foncière. Donc ces territoires sont normalement gelés et le document d'urbanisme inférieur ne pourra pas venir aménager, urbaniser, enduire ces espaces puisqu'ils seront protégés à l'échelle du SCOT. Alors là, on va passer plutôt sur ce qui est planification donc communale, intercommunale, à l'échelle des EPCI. C'est tous les documents donc là d'urbanisme réglementaire qui sont opposables aux tiers dans le cadre des autorisations d'urbanisme, donc permis de construire, permis d'aménager et déclaration préalable. Alors le premier, c'est le plan local d'urbanisme, donc qui est fait à l'échelle de la commune ou à l'échelle intercommunale, sachant que là, on est vraiment dans un mouvement en fait de renforcement et de promotion et puis de multiplication des PLUI, puisque depuis Allure, on a des intercos qui ont la compétence planification obligatoire et qui vont devoir élaborer des PLUI. Alors sur ce point, pour notamment les collectivités qui sont dans la salle, il y a un club PLUI qui est piloté par le ministère et qui permet en fait d'accompagner les démarches d'élaboration des PLUI. On a alors, ça c'est à titre anecdotique, mais les plans de sauvegarde et de mise en valeur qui sont en fait un document d'urbanisme qui est élaboré mais uniquement sur les secteurs sauvegardés. On a les anciens POS, donc on essaye de supprimer parce que c'est des documents quand même assez anachroniques qui ne sont pas du tout des documents favorisant un aménagement et un développement durable. On en a quand même encore 5000 aujourd'hui. Normalement, au 1er janvier 2016, ils sont devenus caducs, mais on a quand même des dispositions transitoires qui les ont maintenus en vigueur pour les collectivités qui s'étaient engagées dans des démarches d'élaboration de PLU. Et enfin, on a la carte communale. Alors ça, c'est un document, on va dire peut-être l'avant PLU, qui est un document assez simple, en fait, où on va délimiter quelle est la partie urbanisée sur ma collectivité. Et on n'aura pas de règlement sur ce document, ce sera le règlement national d'urbanisme qui s'appliquera toujours sur la commune. Et un point important, en fait, le fait d'élaborer un document d'urbanisme, ça permet à la commune de prendre la compétence délivrance des autorisations d'urbanisme. Sinon, quand on est en RNU, c'est toujours l'État qui a la compétence pour les livrer les autorisations d'urbanisme. Alors un petit point sur la couverture en PLU CarteCo sur le territoire communal. Donc sur le territoire national, on a quasiment 20 000 communes qui sont couvertes par un PLU ou un POS, sachant qu'on a encore 5 000 POS à peu près. C'est 57,6% du territoire, mais c'est 91,8% de la population. On a 6 370 communes qui sont couvertes par une CarteCo et on a encore 11 136 communes qui sont RNU, mais c'est vraiment les toutes petites communes avec peu d'habitants. C'est encore une grosse partie du territoire, mais ça représente que 4,4% de la population. Alors, une petite slide aussi pour vous dire à peu près comment est constitué un PLU. On a aussi un rapport de présentation, un PADD, donc ça c'est plutôt le rapport de présentation, c'est tous les éléments de diagnostic. Le PADD, c'est la partie un peu la stratégie pour mon territoire communal. J'ai aussi des orientations d'aménagement et de programmation qui vont me permettre d'aller plus loin donc sur des thématiques, donc ça à la fois en termes de mobilité, de logement et d'aménagement. Et j'ai la partie vraiment, peut-être, qui est la plus connue, c'est la partie réglementaire, c'est le règlement, c'est-à-dire les articles qui vont s'appliquer sur les parcelles et qui vont définir en fait quel est mon droit à construire sur ces parcelles. Alors j'ai une slide après qui juste un peu pour illustrer.
J'ai pris donc, je crois qu'il y a des personnes du Nord-Pas-de-Calais ici, c'est un extrait du PLUI de Lille Métropole. Donc en fait, votre cartographie, votre règlement, il est composé de deux parties. Une partie cartographique, donc qui va définir les zones, sachant que j'ai 4 grandes zones. Zone agricole, zone naturelle, donc en principe inconstructible, mes zones urbaines et mes zones à urbaniser, donc soit à court terme, soit à long terme. Donc ça, déjà, ça permet de connaître la qualification de la zone. Et j'ai une partie écrite, donc avec différents articles qui vont permettre de définir quelles sont mes possibilités de construire. Donc c'est la hauteur déjà, qu'est-ce que je peux construire sur ma parcelle, les règles de hauteur, les règles en fait par rapport aux limites séparatives, les règles d'implantation, les règles par rapport à l'aspect extérieur, mais des règles aussi par rapport à l'aménagement de la parcelle, peut-être quand on a des grandes zones commerciales ou des zones industrielles, on peut avoir des règles aussi sur, je vais avoir une zone obligatoirement végétalisée, ou alors où est-ce que je vais mettre mes liaisons douces sur ma parcelle, et ça peut participer. Alors je ne sais pas, quand on peut avoir ce type d'aménagement qui vont venir comme des obstacles aujourd'hui à des itinéraires, de peut-être assurer la continuité à travers les règles du règlement écrit du PLU. Alors au-delà, donc ça c'était de manière assez générale comment est organisée la planification en France. Au-delà de ces documents d'urbanisme, je vais avoir aussi des territoires où j'ai des dispositions particulières qui s'appliquent. Alors on les a déjà cités auparavant, mais j'ai notamment la loi littorale. Alors la loi littorale, c'est j'ai 1212 communes qui sont concernées par la loi littorale. Alors à la fois les communes riveraines de la mer, mais également les communes riveraines des lacs de plus de 1000 hectares. Donc notamment on a des lacs artificialisés en plaine, mais on a également de grands lacs de montagne. Et donc, c'est 11% du territoire, c'est 12,8% de la population. Et sur ces territoires, je vais avoir des règles supplémentaires qui vont venir s'appliquer, qui doivent être prises en compte dans les documents d'urbanisme et qui sont plus contraignantes aussi en termes d'aménagement. Alors, je vous ai mis ici un peu les principes d'urbanisation qui s'appliquaient sur les communes littorales. On a un objectif d'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, qui permet de limiter l'étalement urbain, de ne pas avoir du diffus et vraiment de continuer, juste d'étendre mon enveloppe urbaine. Et on a des règles en fait beaucoup plus contraignantes plus on se rapproche du rivage. Donc l'extension limitée dans les espaces proches du rivage et l'interdiction dans la bande des 100 mètres, à l'exclusion des espaces déjà urbanisés. Et sur ces territoires, ce qui est important pour vous aussi, c'est qu'on a des règles très fortes de protection des espaces remarquables, des espaces boisés les plus significatifs et également des obligations de créer des coupures d'urbanisation. Et dans ces coupures d'urbanisation, c'est notamment là où on peut avoir le développement en fait d'itinéraires, de promenades, de randonnées. Les espaces remarquables, c'est important aussi parce qu'il y a vraiment des protections très fortes. Donc, c'est des espaces qui sont inconstructibles. On a des possibilités en fait d'aménagement léger qui sont listées de manière très restrictive. Et au titre des aménagements légers, figure explicitement l'aménagement de chemins piétonniers, de pistes cyclables et de sentes équestres, notamment pour développer l'aménagement touristique et l'accès touristique, mais de manière toujours dans un objectif de protection environnementale quand même de ces espaces fragiles. Alors la deuxième loi aussi qui a mis en place des dispositions plus contraignantes qui s'ajoutent aux règles générales, c'est la loi montagne. Donc la loi montagne, c'est 5805 communes, c'est 19,3% du territoire et c'est 8,5% de la population. Donc c'est quand même une part importante du territoire national. Donc on a également un principe d'extension de l'urbanisation en continuité. On a des règles pour préserver en fait les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine montagnard. Et donc ça, c'est important aussi parce que c'est toujours des outils qui peuvent être utilisés pour préserver les espaces et surtout pour en fait développer les itinéraires qui sont les vôtres. On a aussi quand même dans la loi montagne un élément qui était important qui était de promotion du développement touristique. Alors nous, on avait un dispositif spécifique qui est le régime des unités touristiques nouvelles, qui est notamment
en phase de réforme dans le cadre du projet de loi Acte 2 de la loi Montagne. Et c'est notamment dans ce régime des UTN qu'on avait tout ce qui était pistes d'aménagement de pistes de ski, remontées mécaniques. C'est vrai que pour l'instant, sur ces secteurs, c'était vraiment en avant le ski alpin et hivernal. C'est-à-dire que dans le développement touristique, c'était quand même très axé ski alpin et l'hiver. Et là, il y a vraiment un objectif dans le cadre de l'acte 2 de la loi Montagne d'avoir en fait un usage touristique tout au long de l'année de la montagne avec un objectif de développement du tourisme vert. Donc moi, je vous en cite. Je peux faire remonter les revendications qui seraient les vôtres, parce que c'est le ministère de l'Aménagement du Territoire qui travaille actuellement sur l'acte 2 de la loi Montagne. Et donc c'est un projet de loi qui faisait suite à un rapport parlementaire et était vraiment mis en avant en fait ces objectifs, alors qui est également économique, pas uniquement de préservation de l'environnement, mais d'avoir un développement du tourisme vert en montagne pour avoir un développement touristique tout au long de l'année, essayer de dépasser peut-être cette vision ancienne qui était j'utilise la montagne que l'hiver pour faire du ski, et en plus qui était très axé quand même massif alpin. Je vous le dis parce que DSF, eux, ils sont très mobilisés sur cette loi, mais ce serait bien qu'il y ait aussi d'autres acteurs et qu'il y ait peut-être des acteurs pas uniquement représentatifs du ski. Alors j'ai fait un petit point aussi sur les servitudes d'utilité publique, donc qui peuvent être utilisées, que vous connaissez déjà, c'est les servitudes de halage, de marchepied et les servitudes à l'usage des pêcheurs. Donc c'est la servitude EL3, donc qui peut être un outil pour développer les sports de nature. On a bien évidemment la servitude de passage des piétons sur le littoral. J'ai fait un petit focus aussi sur les servitudes d'utilité publique parce que il y a un travail en fait qui a été amorcé et qui est piloté par le ministère du Logement, qui est le développement du géoportail de l'urbanisme. Alors l'objectif, c'est que tous les documents d'urbanisme soient accessibles sur Internet, donc ce qui sera aussi en matière de connaissances très important pour les citoyens, mais aussi pour les fédérations, pour l'ensemble des acteurs. Et dans le cadre de ce géoportail de l'urbanisme, on aura également accès à toutes les servitudes d'utilité publique géolocalisées. Donc ce qui est intéressant aussi pour connaître les servitudes qui sont présentes, alors je dis pour la servitude de passage des piétons sur les littorales qui des fois ne sont pas respectées. On a notamment cette problématique donc plutôt sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le littoral méditerranéen, avec des phénomènes de privatisation du sentier. Donc ça, ce sera intéressant. On aura accès, donc, notamment demain sur Internet, à toutes ces servitudes d'utilité publique, sachant qu'il y a d'autres cibles qui peuvent être le vecteur en fait, de développement de vos sports. On a les sites classés, les sites inscrits, les cœurs de parc, même si effectivement il y a toujours aussi ces enjeux de protection. Donc il y a aussi une conciliation à trouver avec les préservations d'enjeux environnementaux. Alors, j'ai cité aussi donc l'article L113.6 du Code de l'urbanisme, et que vous avez déjà cité tout à l'heure. Mais juste peut-être là, donc ça c'est la slide d'après. C'était voilà, et celle-là, je vous ai cité l'article que monsieur citait tout à l'heure, sur le conventionnement pour l'ouverture au public de certains espaces. Alors là, peut-être que c'était une vision assez générale, parce que je ne sais pas quel est votre degré de connaissance en fait de la planification urbaine et des outils qui peuvent être utilisés. Mais c'est vrai que dans les SCOT et les PLU, on a déjà des outils qui peuvent être mobilisés pour le développement des sports de nature. Alors un élément important, c'est essayer d'être présent dès l'amont, en fait, dès le lancement de l'élaboration des documents d'urbanisme ou alors de leur révision. C'est vrai que je vous en parlais tout à l'heure, il y a des modalités de concertation qui sont fixées par les collectivités qui permettent en fait de transmettre à la collectivité, dans le cadre dès l'amont de l'élaboration de son projet d'aménagement, les thématiques à intégrer dans le document d'urbanisme. Alors on a l'État qui aussi est associé, et d'autres collectivités publiques comme les départements.
Alors les départements sont personnes publiques associées, donc c'est-à-dire qu'ils sont invités à toutes les réunions d'examen conjoint. Ils donnent un avis sur les documents d'urbanisme. Donc je pense que ça c'est un levier à utiliser. C'est dur, hein, faut avoir des équipes mobilisées parce que c'est des documents quand même qui sont assez importants. C'est des réunions auxquelles il faut participer, donc ça veut dire une mobilisation de TP. Mais je pense que ça vaut le coup. Et l'important, c'est d'être là dès l'amont. Alors, nous, l'État, on fait ce qu'on appelle le porter à connaissance. Et c'est vrai que les documents comme le PDSI, le PDIPR, sont peut-être pas des documents qui sont mis dans le porter à connaissance de manière systématique. Donc là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que l'État souvent fait un porter à connaissance très réglementaire, c'est-à-dire qu'il met vraiment en avant les documents qui doivent obligatoirement, qui s'imposent aux documents d'urbanisme, mais il y a aussi un porter à connaissance qui est plutôt dans ce qu'on appelle l'association de l'État qui doit porter les enjeux sur le territoire. Et là, c'est vraiment dans ce cadre que pourraient être joints vos documents. Donc là, je vous disais, les personnes publiques associées dont font partie le département, la région. Donc là, vous avez un rôle important puisque vous donnez un avis sur ces documents d'urbanisme. Et dans les documents d'urbanisme, on a aussi des outils qui peuvent être mobilisés. Donc tout à l'heure, le L121.3 dont vous faisiez mention, c'est le L151.38 et le R151.48. C'est-à-dire que le document d'urbanisme peut définir et protéger des espaces, des cheminements piétonniers, ainsi que des pistes cyclables, c'est-à-dire qui seront identifiés au niveau du document d'urbanisme et ils ne pourront pas avoir une affectation différente que celle qui leur est donnée au niveau du document d'urbanisme. Donc ça, c'est important. On peut avoir aussi des engagements plus importants, mais là, c'est la collectivité, hein, avec la mise en place d'emplacements réservés qui donnent en fait aux propriétaires. Donc on grève en fait les propriétés privées d'un emplacement réservé, par exemple pour faire un espace vert ou alors pour faire effectivement un itinéraire. Et le propriétaire, on lui donne un droit de délaissement et donc la collectivité pourra acquérir ces espaces. Mais donc là, c'est une démarche qui est beaucoup plus volontariste, hein, puisque ça va appeler un financement et une acquisition foncière de la part de la collectivité. Mais on a d'autres outils qui permettent d'affecter des espaces à une certaine destination et on ne pourra pas l'utiliser pour d'autres destinations. Donc ça, je pense que c'est des outils à utiliser. On a les espaces boisés classés qui peuvent aussi recréer des espaces, peut-être dans le cadre aussi de vos sports, peut-être réaménager certains espaces. Mais c'est vrai que je pense travailler sur les outils qui sont directement mobilisables et savoir comment on les mobilise et surtout intervenir très en amont pour intégrer vos thématiques dans les documents d'urbanisme, je pense que c'est plus efficace que juste inscrire dans la hiérarchie des normes le PDIPR ou le PDSI en disant juste on vous donne ce document, vous devez le prendre en compte, mais s'il n'y a pas un accompagnement derrière, ce sera un document de plus. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une démarche proactive. Donc là, je m'adresse au département, hein, parce que vous avez vraiment ce rôle en tant que personne publique associée pour l'élaboration à la fois des SCOT et des PLU, mais également aux fédérations, aux mêmes particuliers, puisque dans le cadre de la concertation, vous pouvez faire passer les enjeux pour qu'ils soient pris dans les documents d'urbanisme et surtout pas attendre la phase aval, c'est-à-dire la phase d'enquête publique, puisque là, après l'enquête publique, le document, il a quand même peu de possibilités pour vraiment évoluer. Voilà, je vous remercie. Et je vous ai mis donc à la fin des sites internet qu'il est intéressant de consulter, donc notamment sur le GPU, sur ce qu'est le PLU, peut-être aussi sur la loi littorale, parce qu'il y a vraiment, je pense, des outils au niveau de la loi littorale qui sont intéressants à mobiliser au-delà de la seule servitude de passage des piétons. Donc on a à la fois la servitude de passage transversale et la servitude de passage longitudinal. Et sinon, je suis disponible pour toutes vos questions. Merci. Bernard Jacot, je suis chef du pôle sport à la DDCS de Savoie, à Chambéry. J'étais très sensibilisé à votre vœu, si je peux le formuler comme ça, de collaboration et donc d'intervenir en amont le plus vite possible, enfin le plus tôt possible, parce que c'est vrai que c'est là que se jouent beaucoup de choses, mais c'est là aussi qu'est la vraie difficulté, qui est une vraie difficulté parce que
les collaborations entre les DDT et les DDCS dans les départements n'est pas toujours facile. Les habitudes de travailler ensemble ne sont pas toujours là. Donc c'est quelque chose qu'il faut créer à force de relations, de contacts, etc. Donc, bon, à notre niveau, on Savoie, on commence à construire des bonnes relations. Ce n'est pas toujours le cas partout, je sais, mais effectivement, c'est un sujet extrêmement sensible et délicat. Première condition, donc, effectivement, que les DDT prennent l'habitude de solliciter, mais que les DDCS prennent l'habitude de répondre. Et ça aussi, c'est la deuxième difficulté. C'est pour bien répondre, il faut effectivement des vraies compétences derrière, parce que faut dire des choses, mais des choses intéressantes. Et troisième élément, effectivement, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le RES. Et c'est vrai que le RES doit être en capacité de fournir des informations fiables, précises, complètes, etc. Parce que ce RES, c'est vrai qu'il allume les yeux, il fait briller les yeux de nos correspondants des collectivités territoriales. Mais effectivement, il faut qu'on soit en capacité de donner des choses utiles, intéressantes, et qu'eux-mêmes aient accès à des informations pertinentes derrière. Voilà, à titre d'illustration, et je termine là-dessus, lundi dernier, j'étais à la réunion de la CDESI en Savoie, qui a eu sa première constitution de CDESI, et j'ai fait adopter le principe sans aucune difficulté de systématiser l'inscription au RES en amont de l'inscription. Peut-être, oui, juste un mot de réponse. Je pense que oui, les connaissances, on les a. C'est comment, enfin, voilà, les faire porter dans le cadre des documents d'urbanisme. Donc, effectivement, un lien à trouver entre DDT, DDCS, enfin, toutes les directions départementales interministérielles sur le terrain. Un point peut-être, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on était sur un PLU communal, on avait beaucoup de procédures d'élaboration, de révision, donc ça veut dire se mobiliser pour tout. Demain, avec un PLU intercommunal, on aura une réduction du nombre de documents d'urbanisme, et donc ce sera peut-être plus facile de se mobiliser, voilà, dans le cadre d'une procédure que aujourd'hui de 50 procédures d'évolution, de révision. Christophe Auboin, du département de la Gironde. Deux questions sur notamment deux cas concrets, sur les servitudes de marchepied, sur les retraits de berges, sur l'érosion qui mange toute une servitude, ou tout au moins la partie publique, et notamment le fait qu'un propriétaire privé ait délimité sa parcelle, qui a mis un grillage. Qu'advient-il de cette surface privée cadastrale par rapport à la servitude de marchepied, et existe-t-il une procédure pour la puissance publique pour faire valoir cette servitude qui aurait du coup disparu par l'érosion? Et la deuxième question, ça concerne les servitudes de halage par rapport à l'usage des chevaux. Est-elle possible? Oui, alors, question très précise. Je la note, l'enverrai à mes collègues qui sont gestionnaires de cette servitude. Alors, les servitudes voilà, d'utilité publique, je vous ai cité celles qui pouvaient être utilisées. Là, vraiment, sur les questions techniques, je vais la noter. Je m'engage à vous répondre. Mais comme on ne gère pas directement toutes les SUP, parce que les SUP... il y en a 80, hein, ça va des plans de prévention des risques technologiques autour des installations Céveso aux servitudes de halage. Donc là, je ne peux pas vous répondre, je m'en excuse sur cette question précise, mais je vous donnerai ma carte, vous me l'envoyez, j'enverrai au bureau gestionnaire et je m'engage à vous donner une réponse. Oui. Vous avez les mêmes problématiques pour les chemins littoraux qui s'effondrent. Oui. Alors ça c'est... Ouais, ça c'est... Le domaine public est déclaratif dans ce cas-là. Donc ça veut dire que la servitude recule avec le domaine public tout simplement. Oui, ça... Oui. On ne peut pas en tout état de cause opposer la propriété privée lorsque la servitude recule. Donc sur le littoral, c'est une procédure qui est connue depuis très longtemps, mais c'est la même chose sur le domaine public fluvial. Hein. Alors juste en tout cas un point pour la servitude littorale, puisque ça c'est géré au sein de la DGLN. Donc c'est la direction de l'eau et biodiversité. On a un bureau du littoral qui gère la servitude. Et il y a aussi là un engagement de remise en état de la servitude avec des financements derrière. Et quand on a des problèmes d'érosion, des chemins alternatifs qui sont aménagés pour avoir cette continuité sur le chemin, enfin les anciens chemins des douaniers en fait. Oui. Jacques Tessier, conseil départemental de l'Hérault. J'avais fait également deux questions. La première concerne, ça concerne les départements, vous l'avez évoqué, notre statut de personne publique associée. Moi, la question que je me pose, c'est celle relative à la force juridique de l'avis du département en tant que personne publique associée, associée aux documents PLU notamment.
dans la mesure où on prendrait très concrètement un avis qui aurait pour nature de protéger un site qui serait labellisé Clézy. Quelle est la force juridique de cet avis? Est-ce que c'est un avis simple ou un avis conforme? Puisqu'on a bien rajouté que ces questions-là quand même relèvent d'une compétence forte du département. Oui. Non, c'est un avis simple, hein. Ce n'est pas un avis conforme. C'est vrai que les personnes publiques associées, donc, elles sont associées tout au long de la procédure. Et in fine, au moment de l'arrêt projet, le document d'urbanisme va être transmis aux personnes publiques associées qui donnent un avis donc, sur ce document. Alors c'est vrai que voilà, c'est un avis simple. Moi, je me place du niveau du État. Souvent, notre avis a beaucoup plus de force puisqu'on fait le contrôle de légalité après, enfin vraiment sur la légalité. Mais je pense que cet avis, il est important. C'est un avis simple, mais c'est tout l'objectif d'intervenir très en amont, parce que s'il n'y a pas eu d'association dès le début, si, in fine, le projet de PLU, il est arrêté, et là, vous donnez un avis, voilà, je pense que la collectivité, elle sera moins encline à prendre en compte votre avis, parce que ça veut dire retoucher à son projet d'aménagement. Si ça remet en cause l'économie générale, il faut qu'elle réarrête son document. Donc, c'est assez lourd. Donc, je pense qu'il faut vraiment intervenir en amont pour le faire prendre en compte dès l'élaboration du PADD, le débat sur les orientations générales du document, et que cet avis, ce soit un peu un avis de contrôle que ces enjeux, ils aient bien été pris en compte dans le document arrêté. Alors, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est faites attention, ne pas intervenir uniquement à cette phase, parce que je pense que c'est trop tard, et qu'effectivement, votre avis, il aura moins de force. Tout à fait. Alors la deuxième question, elle va dans le sens de ce que vous venez de dire. Au moment de la prescription de la procédure, c'est-à-dire en amont et pas à l'arrêt au moment de l'avis, je m'interroge également sur d'autres outils que vous n'avez pas évoqués. Vous avez parlé des emplacements réservés, voire des EBC, qui peuvent être des moyens effectivement de pérenniser, enfin de protéger les sites. Qu'est-ce qu'il en est selon vous d'autres outils qui pourraient être, par exemple, imaginons, comme on est beaucoup sur des espaces en zone N, pour ce qui nous concerne, un N indicé APN avec une écriture particulière du règlement du PLU. Et ça, c'était la première suggestion. Enfin, c'est peut-être un champ qu'il faudrait peut-être explorer si vous ne l'avez pas fait. En fait, deuxième, si je peux me permettre, juste la dernière pour finir ma question. Également dans la même idée, c'était pour les OAP. Bon, on sait que les OAP, c'est principalement les opérations d'aménagement et de programmation, c'est principalement en zone urbanisée ou urbanisée. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer là aussi une OAP un peu spécifique en zone N, sachant qu'on est souvent chez nous, il y a beaucoup d'espaces naturels sensibles. On est là sur l'idée de petits équipements destinés à l'ouverture au public. Là aussi, en termes de conseil au début de la procédure, inciter le maire et son conseil municipal à mettre une OAP spécifique pour bien déterminer le type d'équipement qu'on souhaiterait et qui serait issu d'une réflexion partenariale élue, certes, mais aussi fédération sportive, etc. Alors oui, sur les zones indicées, c'est possible, hein, puisque je sais qu'on le fait notamment pour prendre en compte, on indice les zones inondables avec un règlement spécifique, des dispositions constructives spécifiques. On indice aussi les continuités écologiques, donc à travers des zonages TVB. Donc ça, c'est possible d'avoir ces sous-secteurs au sein des zones. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est un outil qui peut être utilisé. Après, à la collectivité de s'en saisir. Mais ça, l'outil, il est là, c'est comment inciter la commune ou l'intercommunalité à utiliser ces outils pour promouvoir le développement des sports de nature. Sur les OAP, oui, pourquoi pas. C'est vrai que je pense que ce qu'on a fait notamment pour les continuités écologiques, on a fait un guide avec tous les outils qui étaient mobilisables. C'est-à-dire que on pense que l'arsenal juridique, il existe, les outils, ils existent, mais c'est comment les mobiliser. Mais c'est ce que on pouvait dire tout à l'heure, la différence entre l'outil existe et le mettre en œuvre. Donc je ferai un parallèle. Alors tout à l'heure, Monsieur Bedos, vous citiez la servitude pour le ski nordique. Elle existe depuis longtemps et résultat, elle n'a jamais été mise en œuvre. C'est ça. Donc voilà. Et là, alors nous, je pense que, je sais pas. Si je me place au niveau État, si on peut aller plus loin,
puisque voilà, c'est une compétence décentralisée. Après, aux collectivités de s'en saisir pour prendre en compte ces enjeux. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, je pense que c'est un élément à développer dans le cadre des portées à connaissance dès l'amont pour que ce soit déjà porté à la connaissance de la collectivité, parce que c'est des outils qui ne sont peut-être pas obligatoirement connus comme le RES. Mais voilà, développer... Mais voilà, après les outils ils existent, je peux difficilement vous dire autre chose, les outils ils existent, c'est que voilà, il faut que les collectivités s'en saisissent pour que après ce soit réellement mis en œuvre dans les documents d'urbanisme et que ça prenne une force contraignante par la suite. Merci Madame Chauffour. Peut-être préciser, parce que vous l'aviez dit dans votre intervention, dans le cadre de cette journée technique, on a travaillé effectivement avec la Fédération des SCOT et la Fédération des CUE, grâce au CUE de la Drôme et puis grâce au SCOT ici, qui est le SCOT du Grand Robaltin. C'est effectivement des acteurs, à mon avis, avec lesquels il faut qu'on se rapproche. Et après, sur peut-être l'idée effectivement de bien identifier, enfin je pense que vous avez vu ce matin l'intérêt, notamment, et c'est la présence de Jean Delabrousse entre le recensement des équipements sportifs pour identifier effectivement sur le territoire les zones et les espaces de pratique, pour intervenir le plus en amont possible. C'est un peu l'idée de ce travail et de cette sensibilisation. Après, vous l'avez évoqué aussi, ce ne sera pas évident. Ça mobilise des ETP et on ne peut pas forcément être présent partout. Mais comment nous, Réseau des sports naturels, on se structure pour faciliter en tout cas cet accès à l'information, à nos itinéraires, à nos espaces de pratique. On est vraiment dans cette démarche. Merci beaucoup.